Vous connaissiez les critiques de cinéma, les critiques de théâtre, il y a aussi les critiques de l'actualité. C'est l'équipe merveilleuse de PAF que je vous présenterai tout à l'heure. Avec au sommaire aujourd'hui, on parlera des élections régionales avec la candidature de Valérie Pécresse, qui semble faire l'unanimité à droite. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. On verra les propos notamment de Pierre Bédier à son sujet. On parlera aussi de politique avec ce qui se passe au Front National, mais aussi ce qui se passe à l'UMP. Est-ce que c'est déjà gagné pour Nicolas Sarkozy? L'alliance entre Martine Aubry et François Hollande pour le congrès du Parti socialiste. Et puis on parlera aussi d'éducation avec la réforme des collèges qui semble mécontenter à peu près tout le monde, et de tourisme avec une réforme dont on parlera notamment avec Jean-Luc Madec, celle du fait maison. Et puis il y aura beaucoup d'autres sujets qu'on abordera au cours de cette émission. Et pour les aborder, je vous présente Stéphane Monson. Bonjour, vous Patrice. êtes doyen honoraire de la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin, toujours enseignant et professeur à cette même faculté de droit. Florence Mercadet-Choquet, bonjour, vous êtes toujours avocate au barreau de Versailles. Donc voilà, vous êtes resté, vous y étiez la dernière fois, vous serez peut-être la prochaine. Comme Jean-Luc Madec, qui était au Templier. Moi je suis avocat des Templiers. Sauce mayonnaise. Mais oui, vous êtes le seul restaurateur qui renverse la table de temps en temps. Absolument, tout à fait, pour remettre un couvert neuf. Alors, il y a la jeunesse qui est représentée avec Antoine Moulard. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Votre journal se porte bien? Oui, il se porte bien. Là, on sort le prochain numéro la semaine prochaine. Il s'appelle Le Complément. C'est un journal d'actualité locale de Saint-Quentin en Yvelines et alentour. Absolument. Séphorana Méni, vous êtes aussi à l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais vous n'enseignez pas comme Stéphane, vous êtes encore étudiante. Et oui, je continue à apprendre, il faut. Vous apprenez. Il paraît que le début de la vieillesse, c'est lorsque justement on arrête d'apprendre. Donc, on va continuer à apprendre, on continue à apprendre dans cette émission, notamment avec Jean-Charles Lajoigny, qui est éditeur, comme vous l'étiez aussi la dernière fois, il n'y a pas de raison. Je ne change pas. Alors, je propose de commencer avec les élections régionales qui s'approchent, et notamment en Ile-de-France. On a une situation qui paraît à peu près claire à droite avec la candidature de Valérie Pécresse, qui paraît plus compliquée à gauche, puisqu'il y aura des primaires entre Jean-Paul Huchon, qui veut un 4e mandat, et Marie-Pierre de la Gontrie, qui est la première vice-présidente de la région et qui se présente contre lui pour les primaires. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la candidature de Valérie Pécresse, peut-être? Qui veut commencer? Personne. Si, moi, je trouve que c'est très bien. Elle est probablement pas la femme politique la plus charismatique du monde. Ça, c'est quand même, à mon avis, évident. Et puis, ce que j'ai trouvé curieux, c'est sa réflexion sur Hillary Clinton. Parce que je ne sais plus qui lui a dit est-ce que Hillary Clinton est un modèle? Elle dit non, parce que Hillary Clinton n'a encore rien prouvé, elle n'a encore rien fait. Alors, je dis, vu depuis Valérie Pécresse, c'est assez marrant comme réflexion. Mais voilà, mais sinon, effectivement, pourquoi pas elle? Enfin, alors, il y a quand même les propos de Pierre Bédier qui sont cités dans le Point. Pécresse n'a pas de pif, pas de charisme. Si la politique sur le terrain s'apprenait à l'école, elle serait la meilleure, mais ça ne s'apprend pas. Pour gouverner une région, il ne faut pas seulement connaître ses dossiers. On sent qu'ils s'aiment, quoi. Oui, on sent que voilà, deux personnalités d'un même parti qui ont l'air de s'apprécier beaucoup. C'est pas les mêmes parcours tout à fait, d'ailleurs. C'est terrifiant. Enfin, je ne sais pas si M. Bédier a des leçons à donner à Mme Pécresse, mais en tout cas, moi qui ai eu l'occasion d'approcher Mme Pécresse de près, je peux vous assurer que c'est une personnalité, parfaitement compétente et qui a une connaissance des rouages politiques comme rarement j'ai vu. Et alors, elle a l'air de dire que, cela dit, rien ne lui a été donné. Elle a fallu toujours qu'elle fasse ses preuves, même auprès de Sarkozy. Enfin, oui, clairement, oui. On ne lui a pas fait de cadeau. On ne lui a pas fait de cadeau, oui. Le fait que ça soit une femme, Florence, par exemple, ça vous paraît un point positif? Oui, moi je pense que ça vous est égal? Non, ça ne m'est pas égal du tout. Moi, je trouve ça très bien que des femmes puissent aller à des postes importants. On avait vu dernièrement sur les départementales à quel point il y avait de la parité, et in fine très peu de femmes présidentes. Oui, présidente. Très peu, 7 sur je ne sais plus combien. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une femme qui puisse accéder à cette situation. Je suis aussi très étonnée de sa remarque sur Hillary Clinton, parce que je pense que c'est pas à côté de la plaque. Qui connaît quand même. Franchement, elle a été quand même 4 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères, 8 ans sénateur de l'État de New York. Enfin, je pense qu'elle a un petit peu d'expérience.
ambiance quand même. Hein. Cela dit, il faut autoriser à Mais, Pécresse qu'on autorise à Zlatan. On peut dire une connerie en sortant d'un match de foot comme en sortant d'un ring politique. C'est pas très. On va pas non plus lui en tenir rigueur. Il n'y a pas rigueur parce que toute notre vie, c'est quelqu'un de. Je trouve que c'est une femme qui est extrêmement brillante, qui connaît bien ses dossiers et je trouve que c'est un peu gonflé de venir lui faire le reproche d'être une femme qui connaît ses dossiers. Stéphane Monson, justement, il y a souvent comme ça des gens, c'est quelqu'un de très brillant qui avait des études universitaires très brillantes, qui a fait HEC, qui a fait l'ENA, etc. Pas universitaire, non, pas universitaire. Enfin, non, c'est vrai, des grandes écoles, pardon, plutôt que. Je crois que cela lui a été pardonné. Mais vous avez raison. Et souvent, ces gens-là ont parfois du mal à se faire accepter en politique. Oui. Enfin, moi, j'oserais vous dire que à titre presque affectif, si vous voulez, je préférais Valérie Pécresse au Conseil d'État. J'avais grand plaisir à la lire. Elle a été commissaire de gouvernement, ce qu'on appelle maintenant rapporteur public, absolument brillante. Elle est à l'origine d'évolutions juridiques qui sont tout à fait primordiales. Et alors, c'est vrai que de la part de Pierre Bédier, c'est sans doute un peu cru, mais enfin, la vie politique est ainsi faite. Mais je comprends un peu. Voilà, HEC, ENA, et puis il y en a peut-être d'autres. Vous la préférez commissaire du gouvernement que ministre des universités, par exemple? Vaste sujet. Je suis pas sûr qu'un ministre des universités soit vraiment utile. Il y en a pas vraiment en ce moment, et ça continue, j'allais dire à fonctionner, ou plutôt à ne pas fonctionner. Non, voilà. C'est vrai que son charisme, je l'ai entendu une fois, une espèce de rassemblement comme cela. Bon, il y a peut-être un peu de métier encore à prendre, mais cela dit, c'est vrai que Pierre Bédier a un parcours complètement différent. On peut pas dire que politique de terrain, j'allais dire de la base. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on a envie que Valérie Pécresse se lâche. Un jour, elle ouvre les vannes et que. C'est ce qu'on dit un peu de Fillon aussi. Et qu'on est la véritable personnalité de Valérie Pécresse, qui est sûrement plus rigolote qu'elle ne le laisse paraître, qui a discuté de tas de choses vraiment intéressantes, mais là, elle est trop enfermée. Dans le portrait qu'on fait le point, il y a quelqu'un qui la connaît bien qui dit elle est pas très rigolote, mais Merkel non plus. Oui. Sephora et Antonin, non? Valérie Pécresse, je trouve que c'est un personnage qui est assez fédérateur. Après, oui, les échos qu'on peut en avoir en tant que ministre des universités sont pas forcément à la hauteur du personnage. Je crois qu'il y a eu des petits loupés à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est... Encore qu'elle a fait une réforme assez courageuse, pour le coup. Oui, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce que ça n'a pas handicapé quelque part notre faculté qui en fait les frais encore aujourd'hui d'une façon ou d'une autre? Je pense que... il y a quelque chose, mais ça reste une belle candidature pour l'UMP. Oui, non, je partage l'avis de Sephora. À mon avis, la réforme sur l'autonomie des universités était une connerie, et pour le dire crûment. Ah bon? Non, mais vraiment, aujourd'hui, si l'université de Versailles 50 ans en Yvelines est dans cet état, c'est en partie parce qu'il y a des partenariats publics-privés qui ont pu être mis en place, et l'entreprise de plus en plus dans l'université. Non, vous ne voulez pas réagir. Ce sont des affaires de cuisine interne. Oui, voilà, non, je retiens simplement que l'université se porte beaucoup mieux. La nôtre se porte. Ça y est, voilà, on voit le bout du tunnel. Mais c'est pas, pour revenir en un mot, enfin, on va pas faire un débat sur la réforme des universités, mais sur cette autonomie, elle était quand même réclamée assez grandement, non, je sais pas. D'une part, je ne sais pas par qui, et d'autre part, l'autonomie, si vous voulez, au regard de ce qu'on en voit, n'est qu'un slogan. Donc un slogan. Elle n'est pas véritable. Non. Soit on est autonome, soit on ne l'est pas. Alors c'est plutôt l'autonomie pour, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, les emmerdements. Mais en réalité, la tutelle de l'État est toujours aussi forte. Alors je ne trouve pas qu'il y ait spécifiquement à s'en plaindre, mais cette autonomie, elle est essentiellement d'ordre formel. Très bien. Et puis on dit surtout que ça va mieux aujourd'hui, mais en réalité, on perd quand même bon nombre de cursus. La faculté de lettres modernes n'est plus ce qu'elle était, elle a perdu son niveau, elle a perdu ses professeurs, elle a perdu ses filières. Si vous regardez que ce soit en sciences politiques, de la même façon, il y a une forme de refonte qui se fait... qui est dommageable et préjudiciable à la faculté en elle-même. Il y a quelque chose d'assez fort qui se fait à Saint-Germain en sciences politiques. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, sur le site de Versailles Saint-Quentin, je pense que ça va pas si bien que ça. Et si on prend le cas de la bibliothèque universitaire, alors là, ça va plus du tout. Il y a vraiment de gros soucis. Et ça fait en droit 2 ans qu'on n'achète plus de livres. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et pour autant... Mais ça, c'est la faute de Valérie Pécresse? C'est quand même... C'est un établissement public qui est mal géré.
Bon, à un moment C'est donné, pas elle qui le gère. non, c'est pas elle qui le gère, mais il y a Non, mais forcément attendez, des responsables quelque N'accablons part. pas Valérie Pécresse. Pardon, Non. mais la réforme de la loi d'autonomie, c'est quand même Valérie Pécresse qui l'a menée. Et il y a un cadre structurel qui est posé par la loi nationale. Donc après, on peut dire que Valérie Pécresse, elle y est pour rien parce qu'on est favorable à sa candidature, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout, et je pense que la faculté actuellement, elle est vraiment dans la Une loi, il me semble, dans la qui a été- mouise. qui a été très largement votée par l'Assemblée. Hein. Certes, mais quand on voit le nombre de masters qui ont été supprimés, moi j'ai une amie qui devait faire son master l'année prochaine à l'UVSQ en M2, elle est venue en M1 exprès pour être à l'UVSQ, au final on lui a dit ciao bye bye, bah il n'y a plus de M2, donc Alors, va ailleurs. on fera Voilà. un jour peut-être un débat sur l'université, mais voilà, c'est bien pointu. parce que là, Non, mais c'est plus intéressant là, Valérie oui. Pécresse. Non, c'est intéressant, mais je veux dire, peut-être qu'on ne peut pas faire non plus partout tous les diplômes. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à faire, il y a peut-être moins de moyens, moins d'argent. C'est un vrai débat qu'on peut avoir, mais qu'on n'aura pas le temps d'avoir aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs de voir un sujet sur la candidature de Valérie Pécresse, comment elle a lancé sa candidature. Une arrivée en musique au milieu d'une foule de 2000 personnes. Depuis la Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse a voulu marquer les esprits et adresser un message aux électeurs. Elle est la seule à pouvoir battre les socialistes lors des régionales en Ile-de-France programmées en décembre. Et ce gâchis, c'est le bilan de la gauche. C'est l'échec du trio Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de la Gontrie, son bras droit depuis tant d'années, et de la verte Emmanuel Cos. Tous les franciliens le disent, on vit moins bien en Ile-de-France en 2015 qu'en 1998. Cette ferveur m'encourage énormément. Mais vous savez, je pense qu'il y a une envie d'alternance, une envie de changement. La région Ile-de-France, c'est le moteur de l'avion France. Et si nous changeons la région, j'en ferai un laboratoire de l'alternance avec moins d'impôts, avec plus de logements, plus de transports et puis aussi plus d'emplois. Un grand pacte régional en faveur de la ruralité, un soutien à l'accession sociale ou encore un plan hors sec pour les transports figurent dans ces propositions. Mais bien qu'en tête dans les sondages ces derniers mois, l'inconnu Front National et la présence d'une liste UDI pourraient néanmoins hypothéquer la victoire. Valérie Pécresse est d'abord une battante. La vie est difficile. Chacun de ceux qui sont ici le savent bien. Dans la vie, il faut se battre. Rien n'est acquis, rien n'est donné. Soutenu par Nicolas Sarkozy, mais aussi par François Fillon et sur le plan local par Pierre Bédier, président du conseil départemental, qui avait tous fait le déplacement, Valérie Pécresse souhaite donc une union dès le premier tour avec l'UDI. Parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a de la conviction, parce qu'elle est passionnée de l'Île-de-France, parce qu'elle a un sens de l'intérêt général qui est sain et dont on a besoin ici, en Île-de-France. D'ici à l'été, l'ancienne ministre, actuelle députée, entend parcourir les 100 circonscriptions de l'Île-de-France. Alors, est-ce qu'il y aura une autre femme face à Valérie Pécresse? C'est ce qu'on saura après la primaire qui oppose Jean-Paul Huchon et Marie-Pierre de la Gontrie, qui est la première vice-présidente de la région. Jean-Paul Huchon, un 4e mandat, vous trouvez ça bien, pas bien? Il faut s'arrêter un moment? Moi, je trouve qu'il faudrait mieux limiter le cumul des mandats dans le temps que dans le nombre. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas qu'un type soit député, maire, conseiller régional, conseiller général, etc. Et pas 10 fois. Mais pas pendant 50 ans. C'est ça qui est ridicule. Là-dessus Moi, je pense qu'il faut limiter les mandats tout le temps et dans toutes les dimensions, c'est-à-dire matériellement et temporellement. 4 mandats, on va dire que ça suffit peut-être. En tout cas, voilà, enfin, avec ces candidats, il y a presque photo pour le plus charismatique. Enfin, voilà, c'est ça qui est assez amusant. Oui, on ne peut pas dire que Jean-Paul Huchon soit l'homme politique le plus charismatique qui soit. Lui non plus. En même temps, on ne s'est jamais remis de la perte du roi Louis XVI à qui on a coupé la tête. Et notre pays est incroyable. C'est-à-dire que, remarquez, dès Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, on a cessé de remettre en place des aristocraties. Monsieur Huchon est finalement le représentant le plus sympathique peut-être, mais en tout cas dont la durée est trop longue maintenant de cette aristocratie qu'il faut mettre dehors. Mais vous n'avez pas tort de dire, au fond, on cherche comme ça toujours des gens charismatiques. C'est génétique dans alors notre que pays. peut-être qu'on pourrait chercher des gens compétents, ça serait pas mal. Ce serait bien. Là-dessus, sur le cumul des mandats, le trop long mandat ou pas enfin, Oui, clairement, 4 mandats, c'est beaucoup trop. Moi, je suis pour une limitation à 1 mandat, encore maximum. Non, si ça tourne bien. Oui, non, 2, 3, mais... Pourquoi Non, je pense pas. À mon avis, si les élus savent travailler en équipe, il n'y a pas besoin de faire 2 mandats. L'équipe a les connaissances pour mener un autre mandat avec une autre personne.
Du septennat non renouvelable, mais vous savez ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas rééligible, il perd le pouvoir 2 ans avant les élections d'après. Hein. C'est vrai. Sur quel sujet vous pensez que ça va se jouer? C'est quoi les sujets importants? Le transport, évidemment. C'est toujours ça. C'est toujours le transport le premier. C'est toujours ça. Enfin, les premiers discours qu'on entend, c'est plus de transport, plus de logement et moins d'impôts. Alors, il faudra un peu qu'on m'explique, mais et puis plus d'emplois. Il y a le pass Navigo aussi qui occupe beaucoup. Oui. Ouais. Ben, c'est le transport. Hein. Ouais. Alors, il y a des futurologues qui c'est vrai qu'on investit beaucoup sur des grands transports, hein, et des futurologues qui disent mais c'est un peu idiot parce que plus ça va aller, plus grâce à l'informatique, on va rester plutôt chez soi, on va avoir moins besoin de se transporter. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de faire des transports qui coûtent un argent fou et qui ne serviront peut-être plus dans 10 ans ou dans 15 ans, puisqu'il faut toujours raisonner à 15 ans ou 20 ans de... Oui, mais on ira toujours voir des matchs de foot au Stade de France, on ira toujours... on ira toujours faire ses courses, il y aura toujours besoin de transport. De toute façon, effectivement, c'est très, très juste ce que vous dites. Pas forcément pour aller bosser tous les jours au même endroit, mais effectivement, après, moi, je voterai les yeux fermés pour le candidat qui, au-delà de l'amélioration du rythme des transports, ferait en sorte qu'on puisse prendre le métro, parce qu'il y a un truc sur le harcèlement et j'ai appris qu'il y avait des frotteurs dans le métro, qu'en fait on pouvait se faire frotter. Mais en fait, moi je prends rarement le métro, mais quand je m'assois dans le métro, c'est impossible d'être en face de quelqu'un sans avoir les cuisses entremêlées. Enfin, je veux dire, les types qui ont conçu ça et on accepte ça. Quoi. On accepte de voyager dans des conditions, mais c'est vrai que quand c'est 2 heures de pointe, c'est pas possible. Donc c'est ça le vrai scandale. Antonin est d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on va peut-être célébrer ça parce que deuxième fois, je compte. Non, mais ceci dit, c'est vrai que la question du transport en commun est cruciale. Aujourd'hui, on a des pics de pollution régulièrement, et si on n'améliore pas la condition de transport des voyageurs sur les lignes de transport en commun, on va jamais régler les problèmes de pics de pollution non plus. Donc, je pense qu'il faut injecter de l'argent dans tout ce qui touche au transport en commun, et surtout privilégier le transport à 10 km, 15 km, pour aussi privilégier l'économie locale, parce qu'il faut aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire comment on fait pour éviter de dépenser trop d'énergie, voilà. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet, qui est qu'on devient fragile quand on prend de l'âge. Jean d'Ormesson rentre à la Pléiade et aussi à l'hôpital en même temps. Et Jean-Marie Le Pen, qui a un conflit avec sa fille, rentre aussi à l'hôpital. C'est plutôt du deuxième que je voulais parler, c'est-à-dire de la famille Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de cette querelle? Alors, je crois que Jean-Luc, vous pensez que tout ça, c'est une fausse querelle. Oui, mais en même temps, pardon, mais ça me gêne de parler tout le temps Marine Le Pen de cette marque Le Pen. Alors, bon, je pense que comme ça, ces gens ont autour d'eux des communicants et des spécialistes de haut vol. Et bon, voilà, j'ai déjà dit que, visiblement, c'était du grand théâtre, sinon du grand guignol, pardon. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas plus à dire sur cette marque-là. Bon, donc vous pensez qu'ils sont d'accord et qu'ils se répartissent les... Moi, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas qu'ils soient d'accord du tout. Il y a différents clans au Front National. Il y a des gens, et encore une fois, il n'y a rien de commun entre Gollnisch et Philippot. C'est pas du tout le même formation. Non, mais c'est pas la même formation. Ils ne pensent ce que Le Pen appelle les chevènementistes, d'ailleurs. Ils ne pensent pas la même chose l'un et l'autre. Ils n'ont pas été formés de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Ils n'ont pas la même vie privée. Ils n'ont pas je veux dire, ils sont à l'opposé. Donc c'est trop facile de mettre toujours le Front National dans le même sac en disant c'est juste des abrutis. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pas en les traitant systématiquement d'abrutis et en disant qu'ils sont tous pareils qu'on pourra effectivement lutter contre leur Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est une des impressions qu'on peut avoir, que au fond Marine Le Pen gagne à cette querelle, puisque ça permet de crever une sorte d'abcès qui était difficile Bien sûr qu'elle gagne. Bah oui, ça pour l'instant, oui. Évidemment, il y a des lignes politiques fondamentales qui sont en cause là-dedans. C'est-à-dire que le Front National, version Jean-Marie, c'est un parti protestataire qui n'a absolument jamais eu vocation à gouverner, à exercer les responsabilités. Et on le dit, il s'en méfiait. Et on dit que Le Pen était horrifié au soir du 2002. En avril 2002. 21 avril, oui. Du 21 avril. Parce que, non, c'est évidemment pas ce qu'il voulait. En revanche, la ligne Marine, elle, affiche sinon une vocation, du moins une volonté assez forte de devenir un parti de gouvernement. Alors, ce qui est très compliqué, parce que quand on veut être parti de gouvernement, il est difficile de rester parti protestataire.
Alors tout seul, d'une part, ça ne va pas être possible, mais de surcroît, il va falloir changer de ligne assez clairement. C'est ce qui se produit depuis que Marine est aux responsabilités. Et vous pensez que c'est le début peut-être d'un changement de ligne et d'un rapprochement? C'est une confirmation ou du moins un accélérateur de changement de ligne, oui. Florence? Oui, non, mais je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense que ils sont tout à fait différents sur la ligne politique et peut-être ils ont des outrances équivalentes, mais dans des domaines différents. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc. Moi, je rejoins Jean-Luc sur un point, c'est-à-dire que... Merci. Non, mais c'est vrai, parce que... D'accord avec Jean-Luc. On parle de marque FN et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, à mon avis, la famille Le Pen met en scène les courants idéologiques qui traversent le parti. Il y a des courants idéologiques différents, mais au final, ça servira le même clan. Ça servira, oui, peut-être le même. Et observez leur temps d'antenne, quoi. C'est incroyable par rapport à ce qu'ils sont. Ils ont un temps d'antenne monstrueux. On en parle. Voilà. Mais comment ne pas en parler parce que derrière tout ça, il y a quand même un côté absolument romanesque et absolument incroyable, quoi. Enfin, il est très romantique. Non, mais on a en France quand même on est fort quand même entre François Hollande, Ségolène Royal, etc. La famille Le Pen. Non, c'est vrai qu'il y a des dimensions romanesques au-delà de la politique qui sont assez passionnantes, non? Un peu Dallas, et qui intéressent forcément un peu les gens. Hein. Pardon, Séphora. Moi, je pense que c'est l'heure de gloire en ce moment de Marine Le Pen. Elle a déjà eu. Oui, ça fait déjà un certain temps, c'est la confirmation en tout cas, mais j'ai peur parce que si l'on regarde bien, en très peu de temps, on a beaucoup parlé de Maréchal Le Pen. Il y a un gros coup de projecteur qui est mis sur ce personnage, qui ne s'inscrit pas dans le courant de sa tante, qui elle préfère. Qui est plus conservatrice comme son plus dans la ligne de Jean-Marie Le Pen. Elle est nettement plus radicale si on l'écoute attentivement. Et j'ai peur, non, j'ai pas peur, mais je pense que Marine, d'ici peu, va se faire quelque part court-circuiter par Marion, qui est soutenue par son grand-père. La preuve en est, il s'est retiré de la région PACA, il se présentera pas pour les régionales, il laisse la place à sa petite fille. Donc je pense qu'elle, elle est fortement soutenue par son grand-père, et d'ici peu, il risque d'y avoir un nouveau clash. Marion-Marine. On verra. La situation à droite, avec Nicolas Sarkozy qui annonce que l'alternance est en marche, qui considère que les primaires c'est déjà joué, que de toute façon voilà, il va passer les doigts dans le nez et que Fillon et Juppé sont déjà morts. Moi, je suis ravi et je trouve le nom qu'il s'est trouvé, enfin qu'il a trouvé, les Républicains. Et le changement de nom, évidemment. Absolument épatant. Parce que d'abord, je trouve ça tellement amusant parce que d'entendre tous les gens qui vont dire maintenant on va faire un front républicain, là ils vont quand même être un petit peu emmerdés. Hein, surtout si les Républicains n'y participent pas, oui. Voilà, donc ça va être un peu compliqué. Bon, et cela dit, tout le monde dit oui, l'UMP n'a pas le droit de s'appeler les Républicains. Je veux dire. Les gens de droite sont probablement beaucoup plus républicains que les socialistes ne sont socialistes et ils s'appellent le Parti socialiste. Hein, donc chacun peut préempter une marque et puis voilà, c'est tout. Il fallait y penser avant. Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, je parle sous votre contrôle, mais le mot républicain en France est plutôt de gauche et la connotation qui vient avec les États-Unis est plutôt de droite. Ça, vous savez, c'est comme le terme ou la notion de laïcité. Chacun a sa propre conception. Alors, vous citez effectivement le républicain aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Républicain plutôt de gauche au XIXe siècle, oui, c'était presque même le. Je parle d'origine. Enfin voilà. Aujourd'hui, non, justement, c'est une espèce de alors il y a le catch-all party, le parti attrape-tout. Oui, qui n'est pas républicain. C'est vraiment le nom attrape-tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, le nom d'un parti politique, c'est ce qu'on appelle du branding, c'est-à-dire une réflexion sur les marques. Et ce sont des spécialistes de marques commerciales qui réfléchissent au nom des partis politiques. Alors, ce qui en dit long aussi sur le corpus et l'épaisseur de l'étoffe idéologique et philosophique, si j'ose dire, qu'il y a derrière. C'est-à-dire, il y a souvent du vide. Et que ces marques commerciales sont là pour masquer un vide sidéral et finalement très inquiétant. Alors, il a raison. Républicain, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, mais Valls se réclame autant de la République. Enfin, Mélenchon se réclame de la République. Idéologiquement, je veux dire, à part les monarchistes, je ne vois pas qu'ils ne se réclament pas de la République. Enfin. Je pense aussi que tu as raison dans le sens au niveau de la com, parce que je pense que c'est pas neutre d'avoir utilisé le mot de républicain pour essayer de monter une barrière contre le FN et rejeter le FN dans l'illégitimité, en disant on est des républicains et essayer de monter symboliquement, d'ériger cette barrière.
avec le Front National. Contre Donc le FN et derrière Absolument. les attentats Voilà. du 9 janvier, un retour à la République, un retour à l'ordre public et Absolument. des valeurs très fortes. Est-ce qu'on va vers une situation où le Parti socialiste s'appellerait le Parti démocrate? C'est-à-dire vers une américanisation de la vie politique française. Non, mais pourquoi pas? En tout cas, on en aura fini avec l'UMPS, ça sera terminé. Oui. Donc ça, c'est déjà pas mal. On va trouver autre chose. Voilà. Mais Sarkozy a raison sur un point, c'est que l'alternance est en marche, mais on parle aujourd'hui, alors je ne sais pas si le quinquennat y est pour beaucoup, mais il a sûrement une part de responsabilité là-dedans. On parle de l'ultra-alternance, c'est-à-dire qu'une alternance qui se déroule à un rythme effréné. C'est-à-dire qu'on peut dire que dès le lendemain du second tour de l'élection présidentielle, ça y est, commence. le balancier repart dans l'autre sens. Regardez ce qui s'est passé après l'élection de Sarkozy en 2007. Sarkozy a systématiquement lui et les siens ont systématiquement perdu toutes les élections intermédiaires. Ce qui se passe pour Hollande, c'est la même chose. Et en général, ça annonce en effet une alternance. Donc ce balancier n'est pas loin de devenir fou, avec derrière, aux avant-postes, on a parlé du jeu des 7 familles tout à l'heure, papy, fifi et petite fille qui sont là, pas loin. Florence, sur cette alternance, ça va, Jean-Luc? Le Parti républicain, donc ça vous trouvez ça bien? J'ai aucune gêne à ce propos. Ok, Mais encore une fois, on parle de marque, on parle de marketing politique en réalité. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a plus de mots que d'idées, et je crois que c'est un problème que la société devra régler rapidement. Non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Toujours tout critiquer. C'est-à-dire, un nom, il en faut bien un. Donc on ne va pas s'offusquer en disant ils ont trouvé un nom, c'est une horreur, c'est une marque, etc. Il faut bien. Si l'UMP ne changeait pas de nom, ou s'il n'y avait pas de nom à l'UMP ou au Parti Socialiste, on serait les premiers à dire comment les appeler. Enfin, c'est normal qu'on ait un nom. Que vous avez un nom, on a tous un nom. Pourquoi il n'y a que la droite qui pourrait ne pas avoir un nom? Enfin, Il aurait été préférable de proposer à nouveau un programme politique qui tienne la route, avec des hommes politiques qui tiennent la route, plutôt qu'un nouveau nom. Sous quel nom? Là, on Sous cherche... quel nom? Mais l'UMP, ils ont un nom, il s'appelle J'ai l'UMP. l'idée, Là, on les cherche Républicains. à créer, ils cherchent à créer la rupture, mais la rupture sur quoi, en fait? Au niveau du nom, à mon avis, c'est plus politique qu'autre chose. C'est-à-dire, il me semble. Oui, Heureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sarkozy a un déficit sur le centre droit. Et je pense que les Républicains, c'est une façon de réancrer, D'affirmer son ancrage au centre droit. Et ce que disait Florence, c'est-à-dire de faire une barrière avec le Front Parce qu'il y a National. aussi, il me semble, un parti sous Giscard, moi j'étais trop jeune, j'étais pas né, mais qui s'appelait les Républicains indépendants. Bien sûr. Oui, il y a eu le Parti républicain. Composante de l'UDF. Voilà, donc c'est une façon de revenir au centre. On a eu les indépendants et paysans avant. Et plus personne ne veut s'appeler indépendant et paysan aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Le CNI, Centre Oui, national le des Centre indépendants et national. paysans. Vous voulez dire un mot de l'accord Aubry-Hollande ou on passe dessus? C'est très intéressant. Probablement, Aubry, il est comme son père. Quoi. Au moment de franchir l'obstacle, elle refuse. C'est-à-dire que je crois que moi ça me surprend toujours, mais il y a des gens qui soutiennent Aubry et il y a encore un clan Aubry visiblement. Donc ça, pour moi, c'est une curiosité, mais ils existent et ils sont hyper déçus, je crois, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'elle aille un peu au clash. Bah oui. Et là, rien du tout, elle rentre dans le rang. Voilà, Là-dessus, Je d'autres crois qu'elle ne commentaires? veut pas être responsable d'une plus grande fragilisation du Bon, elle est PS déjà aussi. responsable de Donc, beaucoup de elle est choses. oui, mais on est bien d'accord, mais elle ne veut pas marquer le saut définitif de cette fragilisation. En même temps, là, avec cette motion, Valls, il a avalé, ça a créé des sacrés couleuvres quand même, en l'acceptant. Hein, parce que quand on reprend la motion, c'est une critique assez sévère de tout ce qu'il mène en termes de politique. Hein. Oui, c'est ça. Le problème, c'est oui, est-ce que c'est c'est quand pas même, une pour union lui, anti-Valls, au fond, enfin, cette je union-là? trouve, ouais. L'émotion, tout Quand même, dépend hein. un peu de ce qu'on en fait. Hein. Donc, Oui, mais enfin, si la motion passe telle qu'elle est... On peut faire confiance à Valls pour s'asseoir sur le... C'est vrai qu'il y a une sociologie particulière de Parti Socialiste, Voilà. C'est quand même avec les motions qu'on particulier, hein. discute, les accords qu'on fait dans la nuit. Voilà, il faut l'unité, J'ai et suivi puis après, quelques le congrès, oui, gouvernement c'est Valls assez- ne changera pas un poil de sa politique. Bah oui, j'espère, parce que Bah, là, ça veut dire... Sinon, il ne fait plus rien. Voilà. Sinon, il ne fait plus rien. Hollande a d'ailleurs dit que rien ne changerait. Voilà, je vous garantis que rien ne changera. Je veux dire, et lui, il est droit dans ses bottes, hein, comme notre ami Juppé. Je voudrais qu'on parle de la réforme des collèges, parce que visiblement, ça ne satisfait personne. Alors, il y avait eu pratiquement l'abandon du grec et du latin. Il y a quelques semaines sur lesquelles il y a eu déjà beaucoup de débats. Cette semaine, on a appris l'abandon des filières européennes, c'est-à-dire des filières comme le lycée de Fontainebleau, etc., où on apprend les langues de manière assez forte, notamment les autres langues que l'anglais, c'est-à-dire l'allemand et le russe, au prétexte que ces lycées seraient, ou ces collèges seraient élitistes. Stéphane ?
Enfin, moi, je me cramponne parce que ça me fait bouillir. Je suis outré, scandalisé. Il y a tellement de trucs qui m'échappent dans ce non-argument. J'y vois un dogmatisme, une espèce de dogmatisme puant derrière tout cela. Ce qui est élitiste, c'est de réduire à chaque fois, comme une peau de chagrin, les programmes d'enseignement fondamentaux, et donc de renvoyer vers les cours privés payants les plus favorisés, ceux qui peuvent se les parce que offrir. l'école bilingue ou l'école alsacienne, moi je connais qui vont, mais il faut payer. Alors ça aussi, la suppression du grec et du latin, alors les gens se disent, mais alors, ça sert à quoi le grec et le latin aujourd'hui? C'est pas avec ça qu'on va donner des emplois à nos chers petits. Mais il faut réfléchir un peu plus, me semble-t-il. J'ai été très marqué par la lecture d'un bouquin que j'ai lu il y a quelques mois d'un collègue italien qui s'appelle Nuccio Ordine, et son bouquin s'appelle L'utilité de l'inutile. Et en gros, il n'est pas le premier à démontrer ça. Absolument, c'est formidable. C'était la 2e édition qui est parue il n'y a pas longtemps. Jean-Charles, non, pas chez toi, mais c'est dommage. Très bon bouquin, celui-là. Et donc, en gros, il reprend un discours qui est finalement assez classique, mais au terme duquel il dit il faut se méfier de cette classification entre savoir utile, voire utilitaire d'un côté, et savoir estampillé inutile. Pourquoi est-ce que le grec et le latin, finalement, c'est utile? Alors, ne parlons pas des langues étrangères, de toute évidence. Au-delà de savoir, d'être en capacité de lire les auteurs classiques dans le texte, je ne pense pas que ce soit là l'utilité fondamentale. Ça contraint l'esprit humain et l'esprit du jeune élève, du jeune apprenti, à raisonner autrement. Parce qu'en gros, Ordiné dit je pense comme je parle. Penser, c'est se parler à soi-même. Et parler de manière différente, selon un ordre différent, selon une structure linguistique différente, c'est s'habituer à avoir une souplesse d'esprit, à avoir du recul sur les choses. C'est opérer un recul pour mieux revenir sur des choses dites essentielles. Donc, tous ces savoirs qui sont aujourd'hui complètement fichus à la poubelle, à la périphérie, estampillés savoirs classiques, démodés, qui ne servent à rien, je crois que c'est une erreur, mais absolument fondamentale. On avait parlé il y a quelques années du fait de savoir si on n'allait pas faire passer le permis de conduire aux lycéens. Oui. À l'université, il faut maintenant faire passer des tests pour soi-disant apprendre aux étudiants à aller sur Internet ou à se servir d'un clavier numérique, etc. Enfin, à quand le permis de conduire à l'université aussi? Alors, il y a derrière ça aussi, et c'est ce qui me fait bouillir, une espèce d'étoffe un peu idéologique que je parviens mal à identifier. Ça serait un savoir élitiste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un savoir élitiste, justement, dans une république? Il n'y a pas de savoir élitiste. Et comme vous disiez, ça favorise plutôt les gens favorisés, ils s'en fichent, ils peuvent mettre leurs enfants ailleurs. Ils ont toujours les moyens, de toute façon, d'apprendre les langues, le latin, le grec, les langues étrangères autant qu'ils veulent. Et donc, derrière ça, moi, je trouve qu'il y a des arguments qui sont extrêmement critiquables. Est-ce que quelqu'un est opposé à ce discours, Antonin? Non, je crois, ce qui est très très important dans ce que dit Stéphane, c'est que finalement, on est dans deux philosophies, et ça, ce sont des choix politiques lourds. Le premier, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on tire vers le bas l'ensemble de la société, et ça provoque ce que nous vivons au quotidien, le déclin, ou au contraire, essayer d'enrichir la société et ses membres, jeunes femmes, jeunes garçons, par le savoir, les langues étrangères, mais aussi l'histoire et la géographie qu'on a quasiment supprimées depuis déjà une décennie. Donc on se rend compte que ce sont deux options politiques divergentes. Et il va falloir que la société décide de son sort, où nous continuons d'aller vers le déclin, ou au contraire nous faisons la promotion de la culture, moi j'insiste beaucoup là-dessus, de l'éducation et de la transmission du savoir, pour faire demain, avec nos enfants, une société performante. C'est un choix. Ce que disait Stéphane, c'est au nom de quoi? C'est ça qui est assez compliqué. Au nom de l'avenir, au nom de notre avenir, au nom de quoi on supprime ça? enfants. C'est ça qui est assez compliqué de savoir. Je pense que c'est au nom d'un abandon tout à fait réfléchi d'une certaine éducation, parce que les hommes politiques qui ont pris ces décisions sont parfaitement au courant que les élites et les enfants des élites, de toute façon, continueront à s'intéresser aux humanités, ils auront toujours une éducation quasi parfaite, etc. Et qu'en revanche, pour le peuple, on va faire des écoles, on formera directement des chaudronniers, on fabriquera directement. Je ne vois pas
arrête pourquoi ça. ils seraient aussi méprisants que ça. Enfin, Mais je veux si, dire, ils le sont. il y a- C'est la exactement ça. réalité. C'est exactement Oui. ça. C'est-à-dire comme ça, on n'a plus êtes de sûr de soucis, ça et Ah, personne là, ne je pense que saura jamais. Ça va pense créer que c'est des compliqué que ça, inégalités j'espère. absolument incroyables parce que les collèges ou les lycées Elles où on passait existent des déjà, bacs, ces non mais où on inégalités. passait des bacs dans des lycées publics, des bacs européens, donc ça va être supprimé. Mais il y a des filières, des lycées en milieu rural où on peut faire des bacs européens. Maintenant, on va supprimer tout ça, donc on va avoir Ah, des puis non, inégalités Cela complètement dit, incroyables. l'idée que les collèges ou les lycées soient tous égaux est une Mais idée en fausse, fait, pas dans la mais bien réalité. sûr, Je veux dire, Au-delà du Henri mépris, IV, je pense que c'est le constat très clair qu'ils ne sont pas en capacité de faire en sorte que, parce que c'est un nivellement par le bas, ça on est bien d'accord, c'est dramatique, même en tant qu'étudiante, moi je sais que je suis vraiment révoltée par ça, parce que le latin ça ne me paraît pas, moi j'en ai fait pendant des années, c'est un capital précieux, comme disait Stéphane, ça permet un exercice à la réflexion, au raisonnement, ça sert en maths, le latin ça sert en maths, enfin c'est tout à fait ça. Et justement, c'est le constat concret. On n'a pas les moyens de faire en sorte que les gens en difficulté puissent atteindre un niveau scolaire valable. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va niveler tout le monde par le bas, comme ça il n'y aura plus d'inégalité, tout le monde sera mauvais. C'est dramatique. Mais c'est une option que je faisais depuis longtemps. Antonin, Ah non, je suis complètement d'accord avec tout ce qui s'est dit en fait. tout le monde est d'accord là-dessus. C'est scandaleux quoi. Et alors, livre pour livre, alors si je peux citer un seul livre que vous n'avez pas publié, c'est le livre d'Henriette Walter, qui est une linguiste, qui s'appelle Mordicus, qui explique pourquoi le latin nous sert tous les jours, et que même en anglais, il y a des mots, enfin le corpus, etc., qu'on emploie en anglais, ça nous sert même pour reprendre des langues qui ne sont pas dérivées directement du latin. D'ailleurs, Et en au latin, orthographe, bien évidemment. sûr. Et les lorsqu'on fautes connaît d'orthographe les qu'on voit désastres, oui. aujourd'hui beaucoup, malheureusement, je pense que si les enfants avaient étudié le latin, ils en feraient moins. Le grec sur la compréhension d'un nombre de Oui, mots absolument incroyable. bien Enfin, c'est une évidence. Je veux dire, mais ça, c'est... On parle de tourisme parce que je voudrais avoir votre... Alors, la France est la première destination touristique au monde, donc on peut s'en féliciter, c'est très bien, même s'il faudra améliorer sans doute des choses. Mais il y a quelque chose sur lequel je voulais vous entendre, Jean-Luc, c'était la réforme du fait maison. C'est vrai que le fait maison jusqu'à présent c'était pas très très clair puisqu'on pouvait avoir un peu de surgelé, si on mettait un peu de sel dessus ça devenait du fait maison. Vous me corrigez si je me trompe. Là on va arriver à une définition plus simple. Un tout petit mot sur le tourisme qui me paraît important. On déclare 85 millions de touristes en France, ce qui nous place comme étant le premier pays au monde pour l'accueil des touristes. C'est faux. Ah bon? C'est comment? C'est définitif, là, comme parole. Vous avez vos chiffres, il y a les chiffres des manifestants. C'est vrai qu'on a dit que les chiffres de la police étaient plus vrais. Et vous avez les vrais chiffres qui sont d'ailleurs totalement disponibles sur Internet au moment où vous souhaitez. Vous faites tourisme en France 2014 et vous allez regarder tout simplement ce qu'il en est. Donc il y a moins de touristes. Nous avons accueilli 85 millions de touristes en France en 2014. Sauf que 20 millions n'ont fait que d'y passer. Il y a ceux qui passent, oui, voilà. c'est ça. Oui, ils passent du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Enfin, ils ne s'y arrêtent même pas. Non. Or, on les comptabilise dans le nombre de touristes français. Ce qui est une folie. Oui, bien sûr. C'est tout, c'est déjà pas mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut regarder le revenu par touriste. Et là, nous sommes loin derrière les Espagnols. Nous sommes derrière les Italiens. Ils dépensent plus en Bien entendu, Italie, pour une raison simple, c'est que quand un Allemand, un Hollandais, un Danois, un Suédois va en Espagne, il y reste et il y dépense son argent. Chez nous, il ne fait que passer. Donc il ne faut pas comparer seulement le nombre de passages de touristes en France, il faut aussi comparer le revenu par touriste. Et là, nous sommes loin derrière nos compatriotes du sud de l'Europe. La Tour Eiffel reste le plus visité au monde, quand même. La Tour Eiffel est très visitée, comme d'autres sites. Tu vas quand même Disney pas demander aux gens de passer 4 jours sur la Tour Eiffel, quand même. Eh bien, non, mais parce qu'il il faut qu'ils viennent au Templier. Venez au Templier si vous allez à la Tour Eiffel. Je veux dire clairement ne partez pas directement. Ce chiffre qui fait d'ailleurs nos dirigeants se vanter de la position de la France dans le domaine touristique, est un chiffre faux. Et à un moment donné, il faut quand même que nos compatriotes sachent que nous ne sommes pas les premiers en tourisme et que nous devrions faire beaucoup d'efforts en termes de qualité d'accueil, de qualité d'infrastructure pour faire en sorte que les touristes qui viennent en France, ils restent plus longtemps et ils dépensent plus d'argent. Qualité d'accueil, le fait maison. Alors, qualité d'accueil, déjà sur la partie hébergement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et sur la partie de la restauration, il y a le fait maison. Alors, il faut quand même savoir que la France est un des pays où il y a le plus grand nombre de restaurants. Il y a des choses où on n'a pas d'accord. La France, c'est 100 000 restaurateurs qui, aujourd'hui, servent leurs clients à table. C'est pas rien, quand même. Le fait maison concerne moins de 5 000 d'entre eux, ce qui veut dire que 95 000
restaurateurs servant le client à table ne sont pas concernés. Ils ne sont pas des bien restaurateurs, dommage. donc. Je milite pour ma part pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de restaurateurs soient concernés par le fait maison. Alors, il y a une modification dans le nouveau décret qui vient de paraître, elle est vraiment toute petite, c'est qu'il était au préalable écrit que nous devions servir les produits faits maison à base de produits bruts. Aujourd'hui, on dit à base de produits crus, ce qui ne change rien. Mais dans la cervelle d'un certain nombre de journalistes, ils ont cru que le cru, ça voulait dire pas surgelé. En fait, pas du tout. Nous restons avec des produits bruts. Simplement, ils ne doivent pas avoir été pré-cuits ou pochés ou blanchis. C'est tout. Mais un poisson surgelé cru reste un produit cru qui rentre dans le fait maison. À condition que vous l'ayez acheté frais, que vous le fassiez surgeler vous-même ou non, même pas si du vous tout. Au achetez contraire, une Findus, surgeler soi-même un produit est une idiotie. Ah bon? Pure. Il vaut mieux acheter un produit surgelé sur les bateaux que de s'amuser à surgeler un produit qui a déjà 3 jours de marché à Rungis et qui est déjà en limite de fraîcheur. Donc vous nous dites en gros ça change pas grand-chose. Ça change rien, en fait. Voilà ce que je vous dis. Par contre, moi j'étais vraiment très favorable à l'idée de ce fait maison pour une raison simple, c'est qu'il doit y avoir une différenciation entre le restaurateur qui a des cuisiniers, une cuisine qui fait rentrer ses produits bruts, surgelés ou pas, et qui les transforme dans sa cuisine avec du personnel et qui donc du coup justifie du prix de vente sur sa carte de ses produits. Contrairement aux restaurateurs, c'est une faible minorité. C'est une minorité, oui. Contrairement à ceux qui font rentrer des produits semi-finis ou finis et qui les servent après réchauffement, soit four vapeur, four micro-ondes ou four traditionnel. Cependant, ceux-là n'ont pas à être montrés du doigt non plus, pour une raison très très simple. C'est que si vous allez par exemple à Paris aujourd'hui, le prix du foncier est tel que les restaurateurs en général ont tendance à réduire les surfaces de leur cuisine au profit de l'augmentation des surfaces de vente, des tables et des chaises à destination de leurs clients. Et ceux-là sont amenés évidemment à faire des économies d'échelle en termes de production et sont souvent tentés d'aller faire ailleurs les produits qu'ils présentent à leur carte. Pour autant, sont-ils des voleurs? Non. Les produits sont-ils de mauvaise qualité? Non. Mais qu'est-ce qu'on leur demande? D'avoir l'honnêteté de dire à leurs clients, le produit que je vous propose à ma carte à tel prix, ce n'est pas moi qui le fais, c'est tel ou tel consommateur. Voilà, c'est tout. Et vous savez, le font-ils? Non. Alors, c'est pas toujours, oui, voilà. Bon, cher Stéphane, le législateur travaille avec les organisations professionnelles dont je fais partie pour précisément inscrire sur les cartes la totale transparence sur les produits. Est-ce que tu es prêt à mettre le nombre de micro-ondes qu'il y a dans les restaurants sur la carte aussi? Je pense que ce ne serait pas inutile de le faire. Moi, ça ne me gênerait pas. Non, mais ces cuisines de restaurants où on voit des batteries de 10, 20, 30 micro-ondes, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire à manger avec la sonnette? Alors, moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que de toute façon, le client n'est pas idiot. Le client sait parfaitement ce qui lui est servi dans son assiette et aujourd'hui, les émissions de télévision en prime time permettent vraiment de faire la différence entre ce qui est fait maison et ce qui ne l'est pas. Cependant, c'est pas parce qu'un produit est fait maison qu'il est bon et c'est pas parce qu'il est fait à l'extérieur qu'il est mauvais. Voilà. Donc il faut simplement avertir le client. Monsieur le client, au prix que je vous vends mon produit, je le fais dans la maison ou monsieur le client, je l'ai acheté chez un fournisseur spécialisé. Voilà. Donc on est très content que quelqu'un qui est un des représentants de la profession nous dise oui, il faut plus de transparence. Totalement, mais dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Très bien. Je voulais peut-être lancer un sujet parce que c'est intéressant. On va peut-être parler un peu d'automobile. On fabrique à Satori des automobiles de demain. Enfin, en tout cas, on y réfléchit. On regarde le sujet, puis après on parle un peu de voitures. Cette voiture électrique conduite par Anne-Charlotte Nicou a une particularité, elle peut aussi se conduire sans chauffeur. Un véhicule totalement automatisé, bourré de capteurs qui prennent tout en charge à la place du conducteur. Un peu à l'image d'un être humain, la voiture, pour conduire, a besoin de percevoir son environnement. Donc ce sont les capteurs de perception qui jouent ce rôle-là. Donc celle-ci a une vision à 360 degrés afin de minimiser le risque d'angle mort, voire même supprimer complètement. Elle a besoin également de se localiser, donc ce sont le but des capteurs de localisation, puisque vous avez besoin de savoir où vous êtes et quel est l'environnement autour de vous. Et enfin, elle doit prendre des décisions. Donc ce qu'on appelle le module de supervision, ce sont toute l'intelligence embarquée et tout le cœur de nos algorithmes.
Ce véhicule prototype est l'une des grandes fiertés de VDCOM. Il est testé sur les pistes de Satori. L'Institut de transition énergétique a été lancé il y a un an. Il travaille sur toutes les questions de mobilité, d'électrification, d'automatisation et de connectivité des voitures du futur. On a les grandes entreprises de l'automobile française qui sont fondateurs de VDCOM, des grands instituts de recherche, et puis également des PME et bientôt des start-up. Donc c'est un écosystème de près de 40 membres qui travaillent ensemble tous les jours. Un mariage entre secteur public et privé, entre petites et grandes entreprises, entre chercheurs et ingénieurs qui portent ses fruits. Aujourd'hui, l'Institut emploie un peu moins de 100 personnes. Ils seront plus de 150 à la fin de l'année et il est prévu encore une centaine d'embauches d'ici 2016. Pour fonctionner, VDCOM, qui fait partie du PIA, le plan d'investissement d'avenir, dispose d'un budget de 19 millions d'euros. Ce budget est en croissance, donc sur 3 ans, et l'ensemble de VDCOM est financé à 10 ans pour globalement une centaine de millions d'euros. Quand l'État met 1, les industriels mettent 1. Ça, c'est le principe de base du financement de VDCOM. Reste une interrogation, à quand une voiture sans conducteur sur route? Pour l'heure, c'est interdit en France et en Europe. Seul l'État du Nevada aux États-Unis a donné cette autorisation pour la Google Car. Mais l'avenir s'annonce radieux pour VDCOM. En octobre prochain, la ville de Bordeaux va accueillir le Congrès mondial des systèmes automatisés et les responsables en sont persuadés. Les derniers leviers législatifs devraient se lever. En attendant, VDCOM travaille également sur un pôle d'excellence qui ouvrira à la fin de l'année à Satori pour préparer cette fois les moteurs électriques de demain. Voilà, ça c'est les voitures de demain. C'est assez impressionnant d'ailleurs. La seule chose, c'est que ce qu'on appelait autrefois le plaisir de conduire, de passer les vitesses et tout ça, ça c'est fini, non, Jean-Luc, vous qui étiez un rallyman. En plus de ça, c'était vraiment pas sûr. Que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y a donc quelques années, on prenait la route pour faire 2 heures de route, on avait 4 accidents, quoi. Aujourd'hui, vous ne voyez plus d'accidents sur la route, ou de façon extrêmement rare. Donc la route est devenue très sûre, et elle est devenue parce que les conditions à la fois de conduite, la limitation de vitesse, les routes sont devenues vraiment extrêmement paraphraser, je dirais, c'est faux. Eh ben, non, il y a toujours des accidents, hélas, énormément. Non, ce que tu vois beaucoup moins, c'est des radiateurs qui fument sur le bas-côté, c'est des crevaisons. Ça, mais c'est vrai que la voiture qui est en panne sur l'autoroute, on la regarde maintenant, alors que parfois on se disait pourvu que ça m'arrive pas. Non, mais Antonin, vous soulignez un problème qui est assez juste pendant le sujet, c'est que on ne va plus être capable de réparer quoi que ce soit dans une voiture. Oui, on va de plus en plus vers une perte d'autonomie à la fois du conducteur et aussi des mécaniciens qui sont plus capables aujourd'hui dans les voitures nouvelles de changer quoi que ce soit. Et du coup, ça oblige à jeter et donc à gaspiller des ressources naturelles qui sont importantes. Je pense qu'il faut... Le progrès, ce ne serait pas de forcément conduire automatiquement, mais de permettre de changer les pièces, enfin de permettre aux clients, aux personnes qui conduisent de changer les pièces de leur véhicule facilement. Oui, mais là tu sors de l'idéologie capitaliste. Vous connaissez l'obsolescence programmée, hein. Sans blague. Elle vaut pour toute la consommation. Le truc le plus angoissant là-dedans, c'est que ces nouvelles voitures, ça fait vomir en fait. Oh. Oui, non, mais c'est sérieux. C'est-à-dire que si on ne regarde plus la route, on a le mal des transports et on dégueule. Non, mais c'est le véritable problème de ces nouveaux trucs. C'est-à-dire que dans le train, on s'est habitué, on regarde le paysage, on n'a jamais été habitué à conduire le train. Mais je veux dire, qu'on conduise en voiture, qu'on soit le passager, on regarde quand même souvent la route, même si on regarde de temps en temps le conducteur. Tous les passagers ne vomissent pas, quoi. Non, mais ça redonne le mal. Peut-être avec vous. Non, mais quand tout le monde va être en voiture et que plus personne ne va être obligé de regarder la route, etc. Et les médecins bossent là-dessus. Vraiment, il y a un véritable retour. Il y aura un retour du mal des transports. C'est sûrement un argument audible. Je suis d'accord. Donc, encore une fois, c'est terrible. C'est fou. Peut-être pour terminer, il nous reste un peu moins de 10 minutes. On revient sur la loi sur la sécurité dont on parlait l'autre jour, dont Florence nous avait parlé l'autre jour. Avec ce qui se passe dans les prisons, c'est-à-dire que sur l'interdiction des portables en prison, alors en principe les portables ne sont pas permis, on voit qu'en réalité ils existent, qu'ils sont autorisés, et est-ce que les directeurs de prison, est-ce qu'on va pouvoir écouter au fond les prisonniers qui téléphonent? Alors là je me tourne vers notre avocate, mais c'est ce que je trouve le plus abracadabrantesque, et notre professeur de droit, c'est que les portables sont de droit interdits en prison,
et que pour l'instant, on n'a pas le droit d'écouter le portable d'un prisonnier. C'est-à-dire que c'est un truc qui, moi, me rend fou. Je ne peux même pas concevoir le truc. C'est-à-dire que le type n'a pas le droit d'avoir un portable, mais si on l'écoute, c'est illégal de l'écouter. Enfin, on est au-delà de tout, quoi. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'il y a la loi et puis il y a la réalité dans les prisons, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser un peu, parfois, une laisse un peu plus longue aux prisonniers? Bon, après, il y a aussi des portables qui sont probablement confiés aux prisonniers de façon un peu délibérée, parce que si on leur file le portable, c'est plus facile de les écouter quand on a le numéro. Donc, Florence, là-dessus? Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a de sacrés problèmes, parce que les portables sont monnaie courante en détention. Normalement, ils ne devraient pas exister, ça c'est clair. Mais c'est des sujets différents entre le fait d'avoir un portable et le fait de pouvoir l'écouter. Donc c'est vrai que je comprends que ça se percute un peu dans la morale, mais la loi n'est pas la même sur ces deux sujets-là. Mais je pense que le sujet qui a opposé quand même beaucoup Christiane Taubira avec le porteur de ce projet, c'est surtout sur le fait qu'il souhaite que les agents pénitentiaires deviennent des agents de renseignement au sein même de la prison. Et donc Christiane Taubira y était opposée en disant mais attention, parce que les agents de la pénitentiaire dépendent du ministère de la Justice. Et là, il y a le ministère de l'Intérieur qui met un pied chez moi, ce que je ne veux pas déjà, puisque si on leur donne des fonctions d'agents de renseignement, ils vont plus dépendre du coup du ministère de la Justice, mais ça va être plutôt de l'Intérieur. Donc là déjà, il y a eu une zone de frottement entre Mme Taubira et le ministère de l'Intérieur, et elle a perdu d'ailleurs, puisque c'est passé, donc ça a été voté. Mais ça devient compliqué. Est-ce que c'est pas dangereux pour les gardiens, enfin pour les moi je pense que ce qui est dangereux, c'est que les surveillants ont quand même des relations très particulières avec les détenus. Oui. Ils ont des relations de surveillance, mais aussi ils ont des relations de proximité. Ils se voient tous les jours. Voilà, ils se voient tous les jours. Alors maintenant, s'ils deviennent des agents de renseignement sur ces détenus-là, ça risque de poser de sacrés problèmes de relations sociales à l'intérieur des prisons aussi. Sur ce sujet, il faut maintenir l'interdiction des téléphones dans les prisons, point. Mais non, mais c'est au-delà de ça, parce que c'est du renseignement qui va au-delà des problématiques de téléphone dans la loi. C'est aussi informatique. Non, moi, toutes ces questions sont importantes. Mais le plus important, ça reste encore et toujours l'état dans lequel nos prisons se trouvent. C'est vrai qu'on paye une incurie, une impéritie de je sais pas, 50 voire 100 ans d'inaction de la puissance publique. Alors c'est vrai que les prisons, ça coûte toujours trop cher. Tout le monde s'en fiche éperdument. Mais sauf que ce sont des machines, et cher maître, tu ne me contrediras pas, des machines qui fabriquent de la récidive, etc., de la délinquance. Donc, c'est contre-productif. Donc, la conscience a été prise qu'il fallait prendre la question à bras-le-corps, mais ça pas tout de suite. Ça prendra un certain temps avant que les choses soient résolues. C'est grâce aux hommes politiques d'ailleurs que ça s'est amélioré. Parce que quand on a commencé à mettre les hommes politiques en prison, on s'est dit finalement c'est pas terrible. Oui, c'est pas très cosy comme endroit. Quartiers pour eux. Ils sont en quartier VIP. De la même façon qu'on a rendu obligatoire la présence des avocats dans la garde à vue à partir du moment où des gens se sont fait piquer parce qu'ils avaient 2 grammes d'alcool. Les quartiers VIP, moi j'y passerai pas 10 minutes. Donc voilà, c'est pas les prisons 4 étoiles et les quartiers VIP, moi j'y crois pas. Souhaiter à personne ça. Tu as raison. Et je trouve qu'il y a des États dans lesquels les prisons sont, je ne veux pas dire ouvertes à la visite de l'extérieur, mais pas loin. Moi j'ai visité des prisons au Québec par exemple. J'en ai visité en France, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça serait pas inutile, je trouve, que les citoyens puissent à un moment ou à un autre voir ce que c'est que la prison. Mais tu sais que le citoyen français est vraiment particulier, parce que par exemple c'est impossible pour l'administration pénitentiaire d'imaginer une prison en centre-ville ou dans une ville. Les gens n'en veulent pas. Ils sont tous là à dire faut mettre tout le monde en tôle. Et puis quand on leur dit ok, on met tout le monde en tôle, où mettons la tôle? Ah, nous surtout pas chez nous. Les gens veulent plus de prison, mais surtout pas chez eux. Voilà. Donc alors moi je trouve ça génial, la prison de la gare, plus de lignes TGV, mais pas dans mon jardin. Non, mais la prison de la santé en plein cœur de Paris. Je comprends aussi d'ailleurs. C'est génial parce que ça a valeur d'exemple. Je veux dire, tu te balades à Paris, tu vois la prison de la santé. C'est pas un endroit où tu te dis tiens, j'aimerais être de l'autre côté des murs, non? Quand j'étais élève avocate, j'ai fait un stage de 3 semaines à Bois d'Arcy, mais j'étais très contente de rentrer chez moi le soir, parce que c'était claquement de porte toute la journée, difficile. Ouais. Il nous reste quelques minutes, peut-être un petit tour de table rapide. Sephora, il y avait une question sur laquelle dont vous vouliez parler, un anniversaire qui n'est pas un anniversaire très gai d'ailleurs. C'est vrai, c'est l'anniversaire Bring Back Out Girl, qui est l'enlèvement, il y a maintenant 1 an, en avril dernier, de 200 lycéennes nigériennes par Boko Haram. Et surtout, j'aimerais souligner et m'indigner contre la non-intervention de la communauté internationale par rapport à la progression de Boko Haram et de Daesh. Parce que on était tous très affligés le 9 janvier dernier, après les attentats de Charlie Hebdo.
La destruction du patrimoine de l'humanité à Mossoul, bon, ça n'a pas pu se déclencher des mois. À Tunis, d'autres attentats. On peut dire tout à fait ça. Ouais. Bah, en tout cas, ça ne déclenche rien pas de se réaction fait militaire pour les arrêter. Alors que je suis à peu près intimement convacue que ce soit l'État d'Israël ou les Américains pourraient très bien faire quelque chose. Il y a une grosse présence de l'armée personne n'y va. française qui lutte contre Daesh. Il y a quelques soldats français. Voilà, Oui, qui a été il y a- tué, non, on ne peut pas dire, il y a non, quand même on ne peut pas vous laisser dire qu'on ne franchement, fait rien. là-dessus, il a été C'est-à-dire extrêmement. que peut-être que l'opinion ne se voilà. mobilise pas assez, Bien on sûr, peut le on dire, mais a envoyé plan des militaire, on a des rafales, on a c'est des mirages, on a envoyé un En porte-avions. résumé, c'est non. Non, Bah, c'est peut-être pas assez, mais on ne peut pas Non, dire c'est que la pas France assez. ne Est-ce peut qu'on pas voit les rien. Américains se mobiliser là-dessus? Non, mais Quand il s'agit d'aller en Irak en 2001, Il y a là, des soldats, quand même, il n'y a hein. pas de souci. Mais en tout cas, pour restreindre un mouvement de ce type qui, pour l'humanité, est une menace, eh ben, il n'y a pas suffisamment de force déployée. Non, mais je comprends crois que que c'est Sephora- indigne, mais vous ne pouvez pas Sephora dire qu'on a ne fait tellement rien. raison. Je pense qu'il faut l'écouter. Elle a tellement raison sur le fait que ce drame absolu de 200 jeunes filles enlevées, la réaction de la communauté internationale n'a pas été à l'échelle comparée Ça, c'est à la possible. réaction de la collectivité internationale sur d'autres drames terrifiants. Mais là, celui-là est particulièrement abominable. Imaginez votre enfant qui est enlevé par un groupe d'individus et on sait ce qui se passe derrière. Sephora a raison et je la soutiens totalement sur le fait que la réaction de la communauté internationale n'est pas à De la l'échelle communauté de ce drame. internationale, peut-être pas des forces armées. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les 6.